toutes et à tous. J'ai l'honneur aujourd'hui d'animer cette soirée sur le thème de la diplomatie féministe, dans la mesure où je suis Véronique Genet et je suis de l'association Elles aussi, qui milite pour la parité dans les instances élues. Et ce soir, eh bien, j'ai prêté ma force, je vais dire, pour animer cette très belle soirée. Donc, j'ai un grand honneur aujourd'hui de vous accueillir, parce que c'est vraiment un honneur pour moi de vous accueillir, Jocelyne Andrian, coprésidente de la commission diplomatie féministe, enjeux européens et internationaux du HCE, et aussi présidente d'honneur de la Clé, donc qui était là bien avant que j'arrive, puisque c'était du temps de Armel, puisque je lui ai succédé. Bien, merci, bonjour. Nicolas Reynaud, coprésident de la commission diplomatie féministe aussi, avec les enjeux européens et internationaux au HCE aussi. Donc, vous faites un très beau binôme, tous les deux. Absolument. Intergénérationnel. Et donc, est-ce que j'apprécie intergénérationnel. Et donc, moi, la petite question, donc je vais vous demander de vous présenter chacun à votre tour, et puis de nous préciser un petit peu qu'est-ce qui vous a amené justement à militer de manière aussi engagée pour le féminisme et puis en faveur des femmes au niveau du HCE. Je commence parce que c'est la plus vieille qui commence. Bonjour, merci beaucoup Véronique et merci à la Clé de nous avoir invités à présenter le rapport d'évaluation que nous avons fait au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sur la diplomatie féministe et les enjeux que représente cette diplomatie féministe dont on va vous expliquer les tenants et les aboutissants dans le moindre détail. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, et donc, alors, je suis effectivement Jocelyne Andrian Meptoul. Je tiens la deuxième partie de mon nom aussi, qui me renvoie à d'autres origines géographiques. Et je suis également, alors, évidemment là, en tant que coprésidente de la commission internationale du Haut Conseil, mais aussi je suis membre du comité d'orientation de l'ONU Femmes France. Et je pense que c'est important, effectivement, ces dimensions internationales des droits des femmes, ce qui nous amène effectivement à parler de la diplomatie féminine, de ce que ça peut apporter dans le monde, alors non seulement aux femmes dans le monde, mais à la société tout entière, parce que en général, quand il y a un travail qui est fait pour les droits des femmes et pour l'égalité femmes-hommes, ça bénéficie à tout le monde. Voilà. Alors, juste ce qui m'a amené à militer, je l'ai résumé parce qu'on m'a posé la question plein de fois et ça crache un peu, non? Non, c'est bon. En fait, on m'a posé la question plein de fois et je ne savais pas trop. Et j'ai compris, ça remonte à loin, mais j'avais complètement pris conscience. Et il y avait un truc qui m'énervait, qui m'énerve toujours, c'est le masculin l'emporte sur le féminin. Et alors ça, c'est vrai que c'est ce qui a commencé à ruminer. Et je crois que ça a été vraiment le premier déclencheur qui m'a fait dire, c'est pas juste. Et donc, il faut manifester, il faut protester, il faut manifester son sentiment d'injustice. Voilà. Merci. Nicolas. Merci. Donc moi, je suis responsable plaidoyer de l'association qui s'appelle Equipop, et donc c'est à ce titre que je siège au Conseil à l'égalité. Avec Justine, on est représentants et représentantes d'associations. Il y a plusieurs collèges au HCE. Donc, moi, là, je représente Equipop ici pas en tant qu'individu. Bien sûr. Et, je peux présenter Equipop en deux mots. Equipop a 30 ans cette année. Et c'est une association qui a pas mal évolué au fil du temps, mais qui a été créée dans la perspective de la conférence du Caire sur la population et le développement. C'est Simone Veil qui dirigeait la délégation française, et je pense que la créatrice, la fondatrice d'Equipop a créé l'association dans la perspective d'aller
avoir influé et contribué à la conférence du Caire. Et depuis, il y a eu plusieurs vagues d'équipe-hop et on peut dire qu'aujourd'hui, l'association se définit comme une association de solidarité internationale et une association féministe. Voilà. Je peux peut-être m'arrêter là sur l'équipe-hop. Après, sur le HE, peut-être dire en deux, je pense que vous savez à peu près tout ce qui est le Haut Conseil à l'égalité, mais les deux missions, c'est d'animer le débat public sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes et d'évaluer des politiques. Et donc, parfois, le HCE s'auto-saisit de sujets, mais dans notre cas, en fait, le HCE est officiellement mandaté, enfin, était depuis le début officiellement mandaté pour évaluer les stratégies du ministère des Affaires étrangères. On est dans le côté le plus, j'allais dire borné, mais sans Plus officiel, voilà, on va le plus dire. encadré du HCE. Donc, c'était un travail qui nous était d'évaluation et qui nous était demandé, auquel on était tenu. On pense que ça a vraiment énormément de sens. Et si avec Jocelyne, on est dans cette commission, c'est aussi parce que ça a du sens pour nos associations de participer à ça. Et donc, voilà. Merci. Donc, c'est quand même rare d'avoir un homme qui s'engage comme ça au niveau de la cause féminine. Quand même, on va les chercher, on les repère. Et donc, on les repère. Qu'est-ce qui vous a amené comme ça à vous engager pour les femmes, pour la cause des femmes? Alors, au sortir de mes études, moi, j'ai toujours voulu travailler dans une association. Enfin, pas toujours, mais pendant quelques années avant la fin de mes études. J'ai jamais répondu à cette question, donc j'improvise. Mais voilà, quand j'étais attiré par le monde de la solidarité internationale, et il se trouve que je suis arrivé chez Equipop, qui avait un fort angle. À cette époque-là, c'était surtout sur des questions de contraception et de droits sexuels, bon, qui, au sens large, sont des questions d'égalité pure. Hein. Donc, enfin voilà, ça m'a toujours attiré. Après, il se trouve que je me souviens de ma leçon à l'école primaire où on m'a dit le masculin l'emporte sur le féminin. Et je me suis aussi dit. Non, je me suis pas dit chouette, mais je me suis dit c'est bizarre. Et non, mais enfin, c'est marrant que je m'en souvienne parce que oui, c'est tout ce qu'on veut pas dans l'éducation, je pense. Et puis après, voilà, l'engagement équipe-hop fait que, à force de rencontrer des militantes féministes, l'engagement est sûrement devenu plus, enfin, déjà mieux encadré théoriquement, et puis, enfin, plus ça va, plus je trouve ça intéressant parce qu'on est, enfin, moi, je suis plutôt donc dans le plaidoyer, donc sur du plaidoyer plus institutionnel, et le fait de faire remonter les voix des féministes de partout dans le monde, et nous, on travaille notamment en Afrique de l'Ouest, c'est extrêmement motivant. Donc, voilà, pour moi, c'est assez, entre guillemets, facile parce que voilà, je ne souffre pas de discrimination à quasiment aucun niveau. Mais par contre, c'est très motivant parce que on essaie de faire un tout petit peu changer les choses. On travaille sur le monde, en fait. Vous changez le monde d'une certaine façon. Au moins. Oui. Donc, on va passer maintenant vraiment au sujet. Diplomatie féministe, passer aux actes. Qu'entend-on par là? Que dit ce rapport? Alors, Jocelyne, je vous laisse la parole. Voilà. C'était très qu'il devait poser, non, en poste à propos de ça. Ah bah comme tu veux. Allez, vas-y. Allez-y. Allez, place. Avant, j'ai vu. Première place aux hommes. Bah non, je ne peux pas comme ça, mais je pense qu'effectivement, c'était plutôt à moi de présenter le cadre, mais je vais vous replacer la parole très très vite. Mais juste pour vous dire donc au ministère des Affaires étrangères, il y a eu plusieurs stratégies et la première s'appelait genre et développement. Je pense qu'elle date de 2007 ou quelque chose comme ça. La seconde s'appelait toujours genre et développement et elle datait de 2013, 2013-2017. Donc voilà, des documents qui étaient très intéressants, mais qui étaient assez étroits dans leur périmètre. Et donc c'était une question d'aide au développement avec une approche genre. Et en 2017, le MAE a fait le choix judicieux d'élargir les choses. Et donc la troisième stratégie, c'est d'appeler la stratégie internationale de la France pour l'égalité entre les femmes et les hommes. 2018-2022. Et donc, c'est cette stratégie-là que nous avons évaluée, donc avec un périmètre qui s'étendait bien au-delà des questions de développement et théoriquement à toute la stratégie du MAE et même, donc du ministère des Affaires étrangères, et même théoriquement aux autres ministères. Et enfin, voilà le cadre. Au Conseil avait écrit un rapport à mi-parcours, donc en 2020,
qui s'appelait, je crois, la diplomatie féministe, deux points, D'un un slogan mobilisateur à une véritable dynamique de changement, point d'interrogation. Et donc là, cette année, on est arrivé pour répondre à cette question en conduisant un processus plus large. Et la réponse, Jocelyne va commencer à la donner. Ah bon, d'accord. Alors, oui, donc on évalue cette stratégie qui a été mise en place par la France sur 5 ans. Et l'idée, c'est non seulement de voir ce qui a progressé et surtout ce qui coince encore, parce qu'il y a encore un petit peu une marge de progression, hein, on s'en doute. Et puis surtout de poser peut-être les jalons pour que la prochaine, puisque c'est un engagement de la France au niveau de l'ONU, de développer sa politique étrangère et désormais féministe. Et donc, l'idée, c'est qu'on pose des jalons pour la prochaine. C'est-à-dire que dans ce rapport, on fait évidemment des recommandations dont on parlera tout à l'heure. Et puis, c'est arrivé à un moment quand même, cette évaluation, c'est arrivé à un moment où le recul des droits des femmes dans le monde est évident, malheureusement. Ça va mal partout. Il y a eu, bien sûr, le Covid et toutes ses conséquences, parce que l'impact du Covid a continué et continue encore. Hein. On est arrivé, le secrétaire général de l'ONU rappelait que avec le Covid qui a sévi pendant 2 à 3 ans, ces 130 ans de retard qui ont été pris dans l'évolution et la progression des droits des femmes dans le monde. C'est-à-dire que j'avais écrit un article là-dessus, une tribune dans le monde, mais j'ai pas les chiffres en tête, malheureusement, j'aurais dû réviser, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Mais le nombre d'abandons de l'école par les filles a été énorme. Les mariages précoces ont rebondi. C'est-à-dire que pendant le Covid, il y a eu effectivement un arrêt à un certain niveau. Il y a eu une paupérisation d'une population souvent pauvre aussi, dans un certain nombre, notamment en Afrique et en Asie, mais pas que. De manière générale, hein, il y a eu une paupérisation sur la planète. Et les filles se sont retrouvées donc à abandonner l'école plus facilement que les garçons, se sont retrouvées à être mariées précocement, à avoir des grossesses précoces et une plus grande mortalité. C'est-à-dire que c'est vraiment la catastrophe de l'effet papillon en négatif, quoi, carrément. Et donc, on en est à 130 ans de recul. Tout ce qui était campagne pour l'éducation, la santé sexuelle et reproductive, etc., tout s'est arrêté aussi. Enfin, voilà, ça a eu des conséquences énormes qu'on n'a pas encore fini de mesurer. Nous avons une diplomate honoraire qui est aussi voilà, une grande féministe historique et qui ne me contredira pas, je pense, sur ce sujet. Claudine Monteil. Donc, effectivement, je pense qu'il y a tout ce contexte de recul des droits des femmes qui a fait que ça tombait pile poil notre évaluation de la stratégie. C'est aujourd'hui où les démocraties sont en recul sur la planète. Hein, on en est à près de plus de 46% de régimes autoritaires sur l'ensemble de la planète. Ils ont triplé en 30 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, moi, je trouve ça absolument effrayant. Et évidemment, plus les régimes. Ils ont triplé en 30 ans. Et effectivement, ce sujet-là, c'est tout notre sujet. Les droits des femmes, ils sont le baromètre vraiment des démocraties. Complètement. Donc, nous, on pense très modestement, hein, au Conseil à l'égalité, que
une diplomatie féministe dont on va enfin donner la définition, parce que c'est vrai qu'il y en a qui attendent ça. Il n'y en a pas de définition, donc c'est tout le sujet. C'est qu'on pense vraiment que ça peut être un outil pour la paix, ça peut être un outil pour la démocratie, c'est-à-dire c'est un outil pour réancrer des valeurs qui sont les nôtres, des valeurs humaines. Voilà. Je te passe la parole parce que sinon je vais tenir le micro tout Je le vais te la temps. repasser assez vite, mais effectivement, là, je pense qu'il faut. Donc, ça, c'est notre vision. Et maintenant, en face, ce que j'ai pas précisé à la fin tout à l'heure, c'est que donc, la stratégie qu'on évalue 2018-2022 s'appelle Stratégie internationale de la France pour l'égalité. Donc, publiée je pense qu'elle a dû être lancée le 8 mars 2018. Et le 8 mars 2019, deux ministres avaient publié une tribune, je crois que c'était dans Libération de mémoire, mais enfin, c'est un peu l'acte de naissance de la diplomatie féministe française. Alors, enfin, en tout cas, de l'affichage d'une diplomatie féministe et de l'ambition. Et donc, notre rapport, il avait ça de un petit peu original, qui est que on n'a pas fait que, enfin, voilà, on n'a pas fait que examiner un document technique qui avait, je vous passe les détails, mais qui avait 75 indicateurs qui étaient illisibles. Et là, vraiment, c'est pas nous qui exagérons. Et deuxièmement, je pense que les gens du ministère des Affaires étrangères vous diraient la même chose. Je sais pas comment on s'était embarqué comme ça collectivement dans cette histoire, mais enfin, il y avait 75 indicateurs et au bout de 5 ans, en vrai, c'est pas possible d'y voir clair. Donc, on a fait à la fois une revue technique de ce qui s'était passé, mais surtout, je pense que chez Abord, c'est une évaluation politique des choses. Et donc, enfin, voilà, le gouvernement français, 1 an après le début de la stratégie, avait énoncé cet objectif politique de porter une diplomatie féministe. Comme on dit souvent, les mots en un sens, féministe, alors on va en discuter, on va voir ce que ça veut dire, mais c'est quand même pas la même chose qu'une stratégie, même si elle était plutôt bien faite et plutôt portée, et bah, oui, c'est moins ambitieux, c'est un peu plus plat comme approche. Donc, notre exercice, qui était pas si facile que ça, c'était à la fois de respecter la commande technique, d'évaluer la stratégie, mais en même temps, enfin, c'est pour ça que je voulais compléter là, Jocelyne. Enfin, le gouvernement français lui-même s'est s'est embarqué dans la diplomatie féministe, donc a lui-même rehaussé le niveau d'ambition. Donc nous, quand on arrive pour évaluer les choses 3 ans après ou 4 ans après, enfin voilà, la moyenne est plus difficile à obtenir. Et cette évaluation, elle s'est faite avec ce niveau d'ambition-là. Et donc, on a essayé, enfin voilà, le rapport essaie de détermine que le fait que la diplomatie féministe peut venir de là et pas encore au top ni même probablement à sa vitesse de croisière avec des variations dans le temps. Et enfin voilà, on va pas vous dérouler tout le rapport mot à mot évidemment aujourd'hui, mais je pense que partager le plan du rapport peut être une bonne introduction juste avant que tu reviennes sur la définition. On a fait un plan en 3 parties qui correspondent aux 3 grandes séries de recommandations ensuite et qu'on avait résumé avec des verbes qui sont définir, assumer, financer. Définir parce qu'il n'y a pas de définition, mais là je pense que Jocelyne va revenir dessus tout de suite. Assumer, c'est le portage politique au plus haut niveau, notamment, et financer, je pense que ça va soit. Jocelyne, est-ce que tu veux en dire un peu plus sur le manque de définition et la définition qu'on propose? Je vais juste lire la définition. En fait, oui, voilà. C'est-à-dire que, quand même, ce que j'aimerais, avant de lire la définition bêtement, comme il pourrait le faire, je ne sais pas, mais enfin, je le ferai, je mettrai des lunettes. Non, il faut quand même juste rappeler l'historique. 2014, la Suède, qui était encore un modèle en termes de féministe et d'égalité femmes-hommes, invente ce concept de diplomatie féministe, c'est-à-dire de politique extérieure féministe. C'est Margot Wallström, la ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui conçoit, qui élabore ce concept. Et l'idée, c'est, grosso modo, de mettre l'égalité femmes-hommes au cœur des préoccupations de toute politique étrangère de son pays.
Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. La Suède, qui est vraiment notre modèle en matière d'égalité femmes-hommes, a quand même réussi en octobre ou novembre 2022, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, à abandonner ce concept de diplomatie féministe à la faveur d'un changement de gouvernement et d'une coalition droite-extrême droite. Je ne fais pas de politique, mais quand même, il y a une droite extrême droite là, qui abandonne le jour même de la mise en place du gouvernement le mot de féministe, en disant que les mots cachent les idées, enfin cachent les contenus, etc. Enfin, bon. Et ça, je vous dis ça parce que c'est important. C'était la Suède qui avait inventé ce concept, qui a une dynamique qui s'est créée depuis. Il y a une douzaine de pays qui se sont dotés d'une diplomatie féministe, donc c'est important. Mais rien n'est jamais acquis en matière de droits de femmes. Enfin, je sais que je répète et répète ça à l'envi. Claudine Montaigne encore elle, ne me contrariera pas là-dessus, puisque c'est une spécialiste, biographe émérite de Simone de Beauvoir, qui, effectivement, avait dit, voilà, il suffira d'une crise pour que les droits des femmes soient remis en cause. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que même en Suède, où c'est ancré dans leur culture, l'égalité, bah, il suffit effectivement d'un changement pour qu'on rebatte les cartes. Alors, après Margot Wallström, il y a eu le Canada et le Luxembourg, puis 1, 2, 3, oui, et 4, la France. La France était à la 4e, je compte sur mes doigts. Et donc, la France est dotée en 2019 d'une diplomatie féministe, mais précisément, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et les gens, j'ai quand même entendu effectivement des ministres, et je ne dirai pas lesquels, me dire, bah, j'aimerais déjà bien comprendre ce que ça veut dire que cette diplomatie féministe. Donc, c'est quand même un peu révélateur, on va dire. Voilà. Alors, nous, dans notre rapport, on en a donné on en a proposé une définition. On a proposé à notre ministre actuelle, Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères de la France. Non, mais je peux lire. Hein. Alors, la diplomatie féministe est la politique d'un État qui place au cœur de son action extérieure l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits des femmes, la solidarité avec toutes les femmes dont les droits fondamentaux sont bafoués dans quelque pays que ce soit, la liberté et la lutte pour l'abolition du patriarcat. Et ce, dans l'ensemble de ses dimensions, droits humains, défense et sécurité, climat et environnement, développement, commerce, économie, numérique, culture, éducation, influence, etc. Elle assure de manière paritaire la participation des femmes ainsi que des mouvements féministes à l'intérieur et à l'extérieur du pays, à sa co-construction et à sa mise en œuvre. Elle alloue sur la durée des ressources substantielles pour atteindre ces objectifs et met en place au sein de l'État une organisation institutionnelle et administrative dédiée et pérenne qui permet d'assurer la cohérence des politiques et qui inclut un cadre de redevabilité, c'est-à-dire il ne suffit pas de dire qu'on fait, il faut qu'on prouve le fait. Voilà, hein, pour le faire court. Et alors, cette définition, vous avez vu, enfin, la définition, elle est un peu détaillée. Grosso modo, c'est un mini-programme qu'on suggère au gouvernement en leur disant qu'il faut faire ça, mais de telle manière et de telle manière. Voilà. Oui, merci beaucoup, Jocelyne. Et je vais ajouter 2 choses. La première, c'est que je pense qu'on n'a pas rougir notre définition, mais évidemment, c'est pas un exercice facile. Et il faut bien comprendre que là, on n'est pas dans le cas abstrait où le HCE écrit la définition de la prochaine stratégie française. On essaie d'influencer ça. Donc, je pense qu'on a mis des mots-clés aussi pour faire ressortir certaines choses pour qu'elles ne soient pas oubliées. Et notamment, je crois, Jocelyne, qu'on s'était beaucoup arrêté sur la solidarité avec toutes les femmes. Liberté, je pense qu'on a beaucoup débattu. Insisté, je crois, pour garder le terme. Et donc voilà, la définition est un peu longue et lourde, mais c'est aussi pour marquer les esprits pour que la prochaine stratégie prenne en compte tout un tas d'éléments. Et après, peut-être, vraiment pour que tout le monde se rende bien compte de là où on partait. Quand Jocelyne disait qu'il n'y avait pas de définition, c'est pas un euphémisme. Il n'y avait pas de définition. C'est-à-dire que pendant 4 ans, les diplomates ont travaillé en disant je porte la diplomatie féministe, blablabla. Mais
il n'y avait pas un bout de papier de 3 lignes pour dire la diplomatie féministe, c'est à peu près ça. Il y avait une tribune dans l'idée, quoi. Et alors, les diplomates ont une certaine aisance à l'oral, mais enfin, moi, j'ai constaté au cours de L'échange à l'écrit aussi. l'aisance à l'écrit, tout à fait. L'échange à l'écrit, sinon on ne reste pas dans les poches. Absolument. Non, ça vous ne pouvez pas dire, Nicolas. C'est D'abord, la première échange, Non. pas seulement oral. Non, bien sûr. c'est Non, pas ce que mais c'est bon. c'est pas ce que je dis, mais il se trouve que nous, on avait des interactions orales, et donc, Pas dire qu'il n'y a pas d'échange à l'écrit. Non, bien sûr. Mais- Non, c'est les deux. Il y a les deux. Ça, Des c'est gens, pas alors. non, moi, il se trouve que nous, nos interactions étaient simplement à l'oral, et donc c'est pour ça que je disais que les diplomates s'en sortaient très bien à l'oral, mais il se trouve que Hélène ne pouvait pas s'appuyer sur une définition, et donc justement, je trouve Qui que, n'existait pas. au contraire, je trouve que les diplomates faisaient un excellent travail, alors que le système ne leur facilitait quand même pas la tâche. Mais vraiment, voilà, dans les auditions, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Donc c'est aussi ça le sens de notre travail, théoriquement, le système aurait dû fournir une définition, on ne devrait pas être là pour, mais enfin, vu qu'il y avait un manque, on essaie de le trouver. Ben, moi, je n'ai rien ajouté. Hein. Je te repasse plutôt pardon. Merci. Comment ça s'évalue alors, ce genre de politique? Comment vous avez procédé? Alors, on a fait, pardon. On a fait, d'abord, on a travaillé avec le ministère des Affaires étrangères, puisque c'était le ministère référent. On leur a demandé, on a demandé effectivement des données documentées, importantes. Effectivement, ils nous ont fourni, le ministère nous a fourni un certain nombre de données écrites et nous avons également fait des auditions. Parce que les auditions, ça c'est très important, effectivement. On a auditionné une quinzaine d'organisations, de personnalités, de représentants, d'ambassadeurs en poste, de personnes, de directeurs et y compris la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères pour entendre un peu leur approche, la manière dont ils appliquaient cette fameuse, enfin, dont ils mettaient en œuvre cette fameuse diplomatie féministe dont tout le monde parlait, mais peu pouvaient nous donner une définition claire et précise. Voilà. Et donc, ça demandait quand même une bonne année de travail, vraiment, au travail. Donc, il y a les deux coprésidents hein, de la commission. Il y a une commissaire aux enjeux internationaux européens, aux affaires européennes et internationales. Il y a une dizaine de membres de la commission parce que ce sont évidemment tous les experts du HCE, experts en international, qui sont dans cette commission. Et puis, nous avons aussi fait appel à des experts associés qui sont reconnus pour leur spécialité sur telle ou telle thématique concernant les droits des femmes à l'international. Voilà. Et c'est vrai que ça a demandé quand même beaucoup de boulot et qu'on n'est pas trop mécontent quand même du résultat. Je le dis un peu. On n'est pas trop mécontent du résultat. Pour tout dire, allez, je le dis, hein. Bon, on a été. Je sais pas ce que tu vas dire. Ben, je vais dire un truc un peu. On a été reçus tièdement, ça se dit ça, de manière tiède par le gouvernement, quand on a remis ce rapport par le ministère des Affaires étrangères, parce que c'est vrai qu'on a voulu, on s'est dit, on peut être poli, on a été poli tout le temps, hein. Et on a reconnu les progrès faits, parce qu'il y a eu des progrès, notamment au niveau de l'interne, hein, du travail interne au MAE. Il y a eu vraiment un gros travail de fait en termes de nomination, d'ambassadrice, de directrice, etc. Mais notre idée, c'était quand même que ce rapport, qui n'est qu'un rapport consultatif, hein, bref, pas, on sait où on se situe, hein, on n'est pas décisionnaire. Et on trouvait que c'était important qu'on puisse
impulser, enfin en tout cas dire tout ce qui nous semblait, et ce qui semblait à toutes les personnes qui ont été auditionnées, y compris des gens du MAE, hein, du ministère, hein, y compris des ambassadeurs en poste, etc., c'est de demander à ce que l'exigence soit vraiment portée, qu'il y ait une envolée. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment que qu'il y avait une prise de conscience, mais que c'était un peu lent, et qu'il n'y avait pas toujours peut-être assez pas de conviction, mais en tout cas que c'était un sujet qui venait parmi mille autres aussi, parce qu'il faut savoir que c'est vrai que c'est pas simple hein, d'être diplomate, et surtout aujourd'hui. Donc, on a vraiment monté le niveau d'exigence au maximum. Donc, c'est vrai qu'on a volontairement appelé ce rapport « Passer aux actes », diplomatie féministe, passer aux actes. C'est sûr que c'est peut-être un petit peu, on était un peu rugueux peut-être. Et puis, on a, comme le disait Nicolas tout à l'heure, on a dit, voilà, il faut que ça soit défini, qu'il y ait une définition claire et précise avec un code de la route, quoi, enfin, avec une doctrine et un développement. Il faut que ce soit assumé au plus haut niveau. Il ne faut pas qu'on dise, il faut pas que ça soit juste une annonce et puis qu'après on parle plus de diplomatie féministe. Alors maintenant, quand même, on compte hein, quand on nous parle de diplomatie féministe dans les discours officiels, et ça vient hein, quand même. Hein, c'est beaucoup. Enfin, on sent que les échanges qu'on a pu avoir, y compris les échanges un peu moins fluide, on va dire, ça a dû quand même faire écho. Et puis donc la troisième partie, c'est effectivement financé, comme tu dis, parce que c'est le nerf de la guerre. Oui, oui. Et, je pense que le HCE a eu 10 ans cette année, et il faut aussi voir ça dans un engagement à long terme. Je pense que notamment la Commission internationale, qui a déjà évalué des précédentes stratégies qui étaient sacrées genre le développement, c'est un équilibre à trouver. Une fois, le HCE est un peu sévère pour montrer le haut de la montagne, et sur des temps un peu plus faibles, on est je dis j'en suis pas membre depuis 10 ans, mais j'ai quand même, pour le coup, j'ai suivi le HCE depuis sa naissance. Et voilà, ça alterne entre des moments un peu forts où on montre l'objectif qui est élevé, et d'autres moments où on construit les choses de manière extrêmement justement, l'adjectif serait constructif. Et là, je pense qu'on était exactement dans notre rôle, et effectivement, certaines réactions étaient un petit peu fraîches, on va dire, mais par ailleurs, on a eu selon moi, il y a des choses qui ne trompent pas, c'est que dans nos auditions, systématiquement, on a eu des gens qui nous ont dit, bah, c'est pas mal, ça avance, et la plupart du temps, à raison, hein, il y a plein de choses qui avancent. Mais souvent, c'était la même chose, c'est manque de moyens financiers, manque de moyens humains. On peut dire comme dans toutes les politiques qui avancent pas assez, mais enfin, notre rôle, je veux rappeler que là, c'est quand même très important. Et par ailleurs, souvent, oui, on avait la chargée de mission égalité de l'agence qu'on auditionnait, qui venait nous voir à la fin un peu en off comme ça pour me dire ah, merci pour cette audition, ça me permet moi en interne ensuite de faire monter mon sujet. Et donc on n'a pas l'ombre d'un doute que quand même le simple fait d'évaluer et de demander à des directions ou des ministres de venir justifier de l'action passée, ça influe forcément de manière positive, au moins un petit peu, sur l'action future. Et effectivement, il y a plein de discours où la diplomatie féministe n'apparaît pas. Je pense que là, ces dernières semaines, Catherine Colonna a été assez consistante. Elle était notamment à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle a participé à un événement d'une vingtaine de pays, je crois, qui affichait des ambitions sur diplomatie féministe, enfin sur Feminist Foreign Policy. Enfin voilà, notre travail n'est certainement pas complètement étranger. Après, enfin voilà, je ne sais pas si vous voulez interrompre une question. Il y a une réaction du coup qui a permis quand même de mettre le sujet sur la table. Est-ce que vous avez eu dans votre étude des surprises, bonnes ou mauvaises, des choses qui vous ont vraiment interpellé en disant tout à l'heure, vous parliez d'un recul de 130 ans. Est-ce qu'il y a eu des choses positives aussi ou des choses où vous avez été vraiment bloqué parce que ça vous avait vraiment consterné? Je peux laisser répondre.
Alors, c'est une très bonne question, merci. Je suis pas sûr de savoir y répondre. Moi, enfin, on va parler individuellement là peut-être. Moi non, j'ai pas été surpris. J'ai l'impression de savoir à peu près où on allait, c'est-à-dire voilà un domaine qui a progressé, mais probablement pas assez vite. Et nous, notre travail, c'était d'essayer de montrer où ça devait progresser beaucoup plus vite. Et enfin, alors, peut-être que l'absence de définition totale, ça m'a pas étonné parce que je le savais, mais quand même, quand on prend un pas de recul, voilà, je trouve que c'est le ministère des Affaires étrangères a fait d'énormes progrès sur les 10 dernières années en matière d'égalité, ça c'est incroyable. Et nous, déjà, on ne l'a vu que les 4 dernières années. Donc, voilà, tout ce qui s'est fait avant, ça rentrait pas dans l'évaluation. Et mais par contre, voilà, avoir une définition, c'est quand même le minimum. Et là, enfin en 2023, 2024, il faut que ça change. Et peut-être que le petit mot qu'il faut qu'on dise, Jocelyne, c'est que en ce moment là, ces dernières semaines et les semaines à venir, il y a tout un tas de groupes de travail organisés par le ministère des Affaires étrangères pour écrire la prochaine stratégie, qui devra sortir le 8 mars 2024. Donc en fait, tout ce qu'on vous dit, on le répète ensuite dans le groupe de travail enfin, voilà, la dernière chose que je voulais dire, c'est il y a parmi chez les diplomates et dans les agences, les institutions françaises, un certain nombre, un assez grand nombre, et je pense à 99% des femmes, d'alliés à cette cause-là qui font leur maximum en interne pour porter le sujet. Elles le font extrêmement bien, elles ont plein de victoires, etc. Et notre rapport, il dit justement, on trouve que c'est un peu, mais comme sur les politiques d'égalité, c'est le classique, hein, mais c'est des femmes qui se donnent à 120%, qui permettent de piloter ce bateau de la diplomatie féministe, et ça serait peut-être mieux qu'elles soient qu'à 100% et que le moteur soit un peu plus puissant, quoi. Voilà, c'est un peu ça. J'ai un peu dévié de la question, mais Jocelyne, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné? Alors, non, qui m'ont étonné, non. Je voulais dire quand même aussi que là, tous ces groupes de travail qui sont mis en place pour la future stratégie associent aussi beaucoup la société civile aussi. Et ça, je trouve que c'est très important. Nous, on se bat, enfin, moi, en tant que militante féministe, je me bats depuis des années. Je veux dire, j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères il y a une dizaine d'années. J'étais en cabinet ministériel. Et c'est vrai que d'abord, il y avait, je raconte toujours cette anecdote parce que quand même, où j'avais bêtement dit à un ambassadeur, ah mais madame l'ambassadrice, en parlant d'une des rares femmes ambassadrices. Et il m'avait dit, on dit madame l'ambassadeur parce que l'ambassadrice, c'est la femme de l'ambassadeur. Et j'avais pas osé, comme il m'avait dit ça de manière tellement comminatoire, j'avais pas osé lui dire « Et comment vous appelez l'homme ou le mari de l'ambassadrice ?» Voilà. Ce serait maintenant, je ne tairais pas. Voilà. Et ça, c'est pour l'anecdote. Donc, ça a énormément progressé de ce côté-là. Et je voulais dire, donc, depuis des années, je me bats pour qu'il y ait plus de porosité entre les institutions et la société civile. Nous qui sommes le sel de la terre, disons-le. Voilà. Donc ça, je trouve que il y a une vraie prise de conscience, il y a une vraie volonté de faire ensemble, de co-construire. Ça, c'est important. Après, les choses qui m'ont surprise, en réalité, ce qui me fait peur, c'est que la seule chose qui me fasse peur, c'est pas tant les choses qui m'ont surprise que le décalage qu'il pourrait y avoir entre nous qui sommes en train d'évaluer, de faire un rapport, etc., et ce que vivent aujourd'hui les Afghanes, les Iraniennes, n'est-ce pas, Fahimé Roquiol, les Polonaises qui ne peuvent plus avorter en Pologne, quoi, grosso modo. Je ne parle pas des Américaines du Nord, mais les Congolaises qui continuent à se faire violer allègrement, allègrement, c'est un terme très mauvais, mais enfin, violées et revioler par des groupes rebelles au gré de leur venue et de leurs années et venues, quoi. Donc, ma crainte, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est comment on arrive, nous, en France, entre experts de la question, à faire notre petite part du colibri, quoi. C'est-à-dire faire en sorte que ce qu'on fait ici soit pas complètement
déconnecté de la situation réelle des femmes au bout du compte, parce que c'est franchement, enfin, moi en tout cas, pourquoi je suis contente d'être coprésidente de cette commission, c'est ça, c'est de me dire, il ne s'agit pas juste de se faire plaisir entre nous, quoi. C'est-à-dire comment est-ce que on peut avoir une toute petite influence qui permet de donner du bénéfice à celles qui doivent être les bénéficiaires réels. Voilà. Je sais que Claudine montrait, mais je pense que tout à l'heure, je n'anime pas le débat. Donc. Je vais partir dans 10 minutes. Ça, je vais dire quelque chose dans le sens de ce que tu disais. Allez-y. Merci beaucoup. Oui, je suis diplomate à la retraite, mais je suis encore en fonction. Je suis conseillère pour la France à l'UNESCO. Et moi, si tu veux, ce qui m'inquiète énormément dans le sens de ce que tu dis, c'est surtout qu'il faut le dire, Poutine, l'Iran, le Vatican attirent de plus en plus d'États, notamment africains, notamment asiatiques, pour faire véritablement une coalition qui commence à devenir majoritaire aux Nations Unies en fonction, pour promouvoir, entre guillemets, les valeurs de la famille. C'est le mot la famille. Et toute l'histoire des LGBT, de l'homosexualité et tout cela, pardonnez-moi l'expression, c'est du pain béni pour tous ces politiques extrêmement conservateurs. Et en réalité, moi je me constate, tous les ans, en ce moment à l'UNESCO, nous perdons du terrain. Il faut vous dire qu'il y a 2 priorités officielles à l'UNESCO. En ce moment, dans le cadre, c'est l'Afrique et les femmes. Eh bien, très habilement, tous les pays que je viens de vous citer, la plupart de ces pays-là sont en train d'essayer d'enlever l'égalité femmes-hommes de la question de la priorité femme, qu'elle soit transformée par priorité jeunesse. Donc, dès qu'on prononce le mot femme en ce moment à l'UNESCO, hop, on nous sort, oui, mais il ne faut pas oublier d'abord la jeunesse. Et je sais bien ce qu'ils veulent dire derrière le mot jeunesse. Ce n'est pas forcément ce... Donc, moi, personnellement, je suis très inquiète. Pardon. Merci beaucoup. Non, merci. Je sens que tu veux répondre. Moi, une dissonance totale entre les féministes, les activistes et leur gouvernement. Sinon, c'est absolu. Voilà, peut-être sur une conclusion de notre travail à l'organisation, je pense que Josine a vraiment tracé la voie pour le futur notamment de notre travail. C'est-à-dire que je pense que le terme qu'on avait utilisé il y a 2 ans pour notre rapport intermédiaire, un slogan mobilisateur, c'était compté. C'est-à-dire qu'il fallait passer par ce slogan mobilisateur pour que la diplomatie française, qui est une grosse machine, puisse s'appuyer sur quelque chose pour avoir un cap, grosso modo. Et là, en fait, on est plutôt maintenant, on peut considérer que le cap est compris, ou en tout cas, il le sera une fois que la prochaine stratégie sera établie et qu'il y aura une définition de la diplomatie féministe un peu plus claire. Et donc, à ce moment-là, il faudra se débarrasser du conceptuel pour revenir sur quelque chose d'extrêmement concret qui est les droits des femmes dans le monde. Et c'est à ça qu'on va s'atteler. Enfin voilà, peut-être que notre approche manque un peu de subtilité, mais je pense que le rôle de Jocelyne et le mien consistera à lever la main pour dire, au-delà de l'indicateur, là, de nombre de 1, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et pensons les indicateurs et les politiques pour que ça ait un impact concret. Sachant que la France fait plein de choses concrètement sur l'Afghanistan, voilà, mais nous, on est là pour que ça soit plus et mieux et de manière plus systématique. Est-ce que au niveau de la réaction que vous avez quand vous avez sorti ce rapport, quelles ont été ces réactions? Comment ça a bougé? Est-ce que ça a été une approbation, une inquiétude, des barrières, des reculs, des tensions? Comment ça a été perçu? Alors maintenant, concrètement, la remise en elle-même s'est faite donc à Catherine Colonna et Isabelle Rome en duo. C'était début juillet. Hein, donc, alors ministre de l'égalité. Isabelle Rome qui était encore en poste 2 semaines avant le remaniement.
Alors, comme l'a dit tout à l'heure Jocelyne, le rapport a été jugé un peu injuste par le ME, enfin voilà, le discours de la ministre, c'était de dire vous avez beaucoup insisté sur le manque, vous n'avez pas beaucoup parlé de ce qui a avancé, ce qui à son tour est un peu injuste parce qu'on a parlé de ce qui a avancé. Et voilà, enfin, c'est une réaction qui est assez compréhensible pour un gouvernement qui défend son action. Maintenant, voilà, on a entendu un discours qui flottait un peu autour de en faisant ça, vous risquez d'être contre-productif parce que vous allez décourager des personnes au ministère. Là, je peux vous assurer que il y a plusieurs personnes qui sont venues nous voir en off pour nous dire merci, parce que nous, ça nous permet ensuite en interne de travailler, quoi. Enfin voilà, là, moi je trouve que toutes les parties sont dans leur rôle. C'est-à-dire qu'un gouvernement qui défend son action, c'est bien normal, et son action n'est pas si mauvaise à ce niveau-là. Mais nous, on est là pour viser plus haut, enfin, vous voyez ce que je veux dire, si tout le monde au MAE ou à l'Agence française de développement, y compris les femmes qui portent les projets, c'est quasiment toujours des femmes, hein, et qui portent les projets et qui sont au four au moulin pour faire avancer dans les instances multilatérales comme vous, etc. Si elles venaient toutes nous voir en disant mais vous êtes complètement à côté de la plaque, on n'aurait jamais sorti ce rapport. Voilà. D'accord. On est assez serein et sereine sur notre orientation. Non, c'est bon. Tu as répondu pour nous deux. Alors, qu'est-ce que ça va changer maintenant? Ah, ben, on espère que ça va tout changer. C'est-à-dire que on a, à la suite des nombreuses auditions donc, que nous avons faites, qui sont quand même des auditions qui durent un bon moment, hein, on travaille, hein, on cuisine, voilà, c'est assez approfondi. Et de toutes les données qu'on a épluchées, décortiquées, analysées, on a fait une série de recommandations. Je sais pas, moi je les connais pas par cœur, mais je sais de quoi il s'agit, mais on pourra les lire tout à l'heure, mais peu importe. Oui, il faut. Mais on espère vraiment que un certain nombre vont être pris en compte. Et notamment, il y avait une première définition, donc il y a 4 ans, enfin, la dernière évaluation, voilà. Oui, il y a, enfin, je ne sais plus quand, mais bon, tu préciseras. On avait fait on avait fait une définition. Là, on l'a amélioré, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, le fait qu'on insiste sur la question non pas seulement de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi pour nous, la diplomatie féministe, c'est aussi la solidarité avec toutes les femmes dont les droits sont bafoués dans le monde. Ça, c'est un point très important. Enfin, moi, en tout cas, c'est une chose que je suis très attachée. Et Nicolas, je crois qu'on partage vraiment cette approche. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va peut-être faire changer un peu de lunettes parfois. Moi l'impression que j'ai eue, c'est qu'on avait bien conscience de la nécessité et qu'on est convaincu au MAE et dans les autres ministères, parce qu'on a aussi interrogé quelques autres institutions. On est bien convaincu de la nécessité d'une égalité entre les femmes et les hommes. Mais comme je le dis souvent, c'est que malheureusement, aujourd'hui, les Afghanes, les Congolaises, les Iraniennes, enfin, bien sûr que leur objectif, c'est l'égalité, mais c'est un objectif extrêmement lointain. Juste ce qu'elles demandent quelque part, c'est d'être, au moins d'avoir le droit de respirer, de vivre, de sortir dans l'espace public sans être contraintes ou arrêtées, de sortir avec un voile ou sans voile si elles le veulent, et de sortir sans demander l'autorisation de leur mari, de rompre avec toutes les discriminations qu'elles subissent. Étudier tout simplement. Étudier tout simplement. Voilà, étudier aussi tout simplement, effectivement. C'est-à-dire qu'on n'en est même pas à cette question d'égalité. Donc, je pense que ça, c'est aussi une étape qu'on a. Enfin, c'est une marche, quoi, une marche supplémentaire sur laquelle on travaille. Je ne sais pas si j'ai répondu. J'ai lu
Mais vous avez quand même un rôle d'aiguillon, en fait. Complètement, complètement. Alors même, je pense que, je crois que c'était la secrétaire générale du MAE qui nous avait dit, avant de lire le rapport, quand il est encore, elle avait qualifié le HCE d'aiguillon vigoureux. Donc, je pense que nous avons rempli notre rôle. Les deux, oui. Voilà, les deux. Voilà. Mais peut-être sur le futur, alors qu'est-ce qu'on va réussir à changer, on verra bien, mais l'objectif, c'est, il y a plusieurs domaines, et notamment, enfin, le premier, je ne sais pas si c'est le plus important, mais la question des financements. La France finance déjà tout un tas d'initiatives et de projets très intéressants. Nous, on est là pour que ce soit plus et mieux pour les droits des femmes. Et si je parle dans le passé proche, là, le fait d'afficher la diplomatie féministe, ça fait que la France a notamment augmenter ses contributions à une autre agence onusienne qui s'appelle UNFPA, qui est le Fonds des Nations Unies pour la population. Mais grosso modo, c'est sur la question de droits à la santé sexuelle et reproductive. Donc concrètement, il y a quelques millions qui sont partis, je crois, en Ukraine. Il y a deux, trois pays comme ça où la France a fait des contributions ad hoc qui n'étaient absolument pas prévues. Et ça, on peut considérer que l'écosystème féministe français qui discute des questions de diplomatie féministe, on peut espérer, a un peu contribué à ce que ça monte sur l'agenda politique. On avait notamment auditionné Nicolas de Rivière, qui est le représentant français auprès des Nations Unies à New York, et voilà, qui fait régulièrement qui a régulièrement des entretiens à New York avec des agences onusiennes, et je pense que le discours de la France qui porte sur les droits des femmes est un peu plus offensif qu'avant, enfin, voire beaucoup plus offensif. Et c'est ce que Claudine Monteil a dit tout à l'heure. Ce qu'on peut aussi espérer, c'est que face à ce bloc conservateur qui est très hétérogène, mais qui est quand même un bloc extrêmement solide et donc très inquiétant, il faut que les pays, alors dits plus libéraux, s'unissent et un discours extrêmement fort, parce que alors, malheureusement, si on ne peut pas avancer, il faut au moins pas reculer. Et donc il y a cet enjeu-là. Donc la diplomatie féministe peut être un outil. Et voilà, au-delà de la France, là, ça veut dire qu'il y a des pays qui y pensent. L'Allemagne a publié un document, elle commence à peine la démarche, mais elle a publié un document. L'Espagne est en train de le faire. Les Pays-Bas organisent à la fin du mois ou au début du mois prochain une conférence internationale sur les politiques étrangères féministes. Donc l'idée là, c'est aussi d'avoir des blocs. Quand même un effet d'entraînement. Voilà, il y a un effet d'entraînement. Non, vas-y, finis. Oui, peut-être juste sur les financements, si évidemment il ne faut pas restreindre la diplomatie féministe à l'aide publique au développement, la France a quand même créé ces dernières années un mécanisme qui s'appelle le fonds de soutien aux organisations féministes. Donc c'est l'Agence française de développement qui le gère en grande partie avec le MAE. Enfin, l'argent est plutôt côté AFD. Et donc, enfin là, concrètement, c'est en cours depuis 2020. Il y a 135 millions d'euros qui sont arrivés à peu près en intégralité sur des comptes en banque d'associations féministes dans le monde entier. Donc, les mécanismes ne sont pas encore assez souples. Ils vont pas partout, c'est très insuffisant. Enfin, ça n'existait pas il y a 5 ans. Et le fonds va vient d'être renouvelé pour 5 ans. À hauteur de, je crois, 50 millions d'euros par an, donc 250 millions sur 5 ans. Donc là, la France joue à peu près son rôle dans le concert international. Et donc voilà, je pense que la mobilisation du HCE, il a contribué un tout petit peu. Et peut-être la dernière chose, c'est aussi les questions de parité au sein de la diplomatie française. Voilà, il y a beaucoup plus de femmes qu'avant dans les postes clés. Mais il y en a qu'un tiers. Voilà, c'est ça. C'est très, très loin. Oui. Et je voulais juste ajouter par rapport à ce que tu disais sur les pays qui se sont dotés de diplomatie féministe, on sent quand même il y a les pays des Amériques qui se sont pas mal mobilisés. Il y a le Mexique, il y a le Canada, mais il y a le Mexique, il y a la Colombie, il y a je sais plus, mais il y en a plusieurs, il y en a 3 ou 4 qui se mobilisent sur l'Asie aussi. Je crois qu'il y a
Il y a des velléités, en tout cas. Et en Europe, il y a quand même 6 pays. Dans l'Union européenne, il y en a quand même 6 qui se sont dotés d'une diplomatie féministe. Donc, il y a quand même une dynamique. Ça, c'est un vrai morceau d'espoir. Pour ce qui me concerne, je pense que ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est lent, c'est encore timide, mais qui est ces pays qui veulent se prononcer, avoir cette approche-là, c'est quand même plutôt réconfortant et plutôt positif, quoi. C'est voilà, bon signe, voilà, c'est ça. Et je voulais dire juste autre chose sur la diplomatie féministe elle-même et sur ce qu'on attend de concret, parce que moi j'attends de concret, et là je prends plus ma casquette de militante féministe, parce qu'on est effectivement dans ce cadre aussi, dans les mardis de la clé, c'est que, par exemple, je crois que la diplomatie féministe, c'est à l'extérieur et à l'intérieur, hein, et c'est aussi, par exemple, quand les Afghanes réussissent à s'extraire d'Afghanistan où elles sont en danger de mort, je trouve et qu'elles demandent à venir en France, on devrait les accueillir de manière inconditionnelle. Alors ça, c'est un point de vue de militante féministe. Et je trouve que quand le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, dit « L'Afghanistan est le pire pays pour les droits des femmes », je trouve que des pays comme la France, nous sommes quand même nous avons encore une aura de démocratie, d'égalité, etc. On est encore le pays des droits humains. Je pense qu'on devrait, ça nous oblige, comme on dit dans les milieux concernés, et qu'on devrait montrer l'exemple et dire, nous on les accueille parce qu'elles sont en danger. Voilà, ça c'est peut-être ce que pourrait faire la diplomatie féministe si elle se prend un peu plus d'envergure. Voilà, c'est ça. Est-ce que je peux juste ajouter une chose qui m'est venue en écoutant Jocelyne, ça sera pas une bonne définition de la diplomatie féministe, mais je trouve qu'un peu le sous-texte, c'est de dire, même dans les situations très compliquées, effectivement, la France ne peut pas résoudre tout, et c'est même peut-être pas souhaitable que la France résolve tous les problèmes dans le monde, mais c'est au moins de faire un effort un peu plus gros que si on n'avait pas de diplomatie féministe. Et là, concrètement, oui, avec l'Afghanistan, c'est complexe, hein, j'imagine que s'il ne veut pas claquer des doigts, mais on se dit que la diplomatie féministe nous oblige et que, bon, étant la France, hein, et qu'on doit faire plus que ce qu'on avait prévu de faire. Voilà. C'est faire plus. C'est la base. On peut peut-être, il y a peut-être des questions qui sont venues dans le chat. Il y en a eu une, mais auquel vous avez répondu du coup pendant vos interventions et vos présentations. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Merci, bonsoir, Marielle Dessin-Sauveur. J'ai une question vous parlez de financement, donc j'ai bien compris qu'il y a des associations qui sont financées à l'étranger, mais bien avant qu'il y ait de la diplomatie féministe, il y avait l'Institut français qui faisait beaucoup de choses à l'étranger, et moi qui m'avais invité par exemple, parce que l'égalité faisait partie des thèmes de la France. Donc, est-ce que vous avez aussi un impact sur des actions concrètes qui traversent par ce genre d'organisme? Ou est-ce que vous recommandez, mais vous n'avez pas forcément d'impact direct sur vos actions et sur vos financements? Si je me suis claire dans ma question. On était dans l'impact, hein, on vous posait la question. On prend plusieurs questions, ou comme vous voulez. On prend plusieurs questions. Merci. Bonjour. Alors, en 2022, il y a eu les 7 points pour la diplomatie féministe par le HCE, et il y avait un point sur la Convention d'Istanbul. Je voulais savoir où ça en était. Et aussi, si donc cette année, vos recommandations sont en quelque sorte des points pour une diplomatie féministe.
Merci. On fait le tour des questions et puis après. Oui. Enfin, toujours pas, on va pas en faire. On va faire... Je suis très brève. Autour de la Virginie question. Rigaud, je suis chargée de projet chez Expertise France et une question reliée à mon travail, des recommandations spécifiques pour le groupe AFD, donc l'AFD en elle-même, mais également Expertise France et ProParco. Je serais très intéressée de l'écouter. Il y a des questions dans le chat, mais je pense qu'on peut les prendre après, répondre à celle-ci d'abord. Alors, donc, l'impact. C'est un peu une question piège. Non, non, elle est sympathique. Alors, Elle est concrète. là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on mesure quel impact quelle influence on peut avoir, nous, en faisant des recommandations sur la diplomatie féministe, etc. C'est compliqué parce qu'on est encore qu'au balbutiement de la diplomatie féministe. Mais à partir du moment où il y a une dynamique qui se crée, moi, moi, je ne suis pas capable de mesurer aujourd'hui, mais je pense que effectivement, ça fait émerger un peu cette question, et je crois que ça peut avoir, dans le cadre des programmations du ministère des Affaires étrangères et de la sécurité française, etc., je pense que ça peut effectivement très directement avoir cet impact. Après, quand même, il faut bien dire que les diplomates ont quand même ont non seulement une formation très structurante, mais qu'ils ont aussi des valeurs humaines chevillées au corps, et que enfin, pour avoir travaillé un petit peu 2 ans et quelques au ministère des Affaires étrangères, je suis convaincue que les diplomates, hommes et femmes, ont ces valeurs humaines chevillées au corps quand même. Peut-être, je me sens assez à l'aise pour répondre à la question sur l'Institut français, et, enfin, pour compléter la réponse de Jocelyne, puisqu'il se trouve qu'on a auditionné l'Institut français. Et donc, alors, quel est l'impact final sur les droits des femmes? Effectivement, on pourra le mesurer que dans quelques temps, et il y a fort à parier qu'il y aura de la déperdition. Mais par contre, sur l'impact de l'action de la France, enfin, concrètement, on a des personnes très haut placées à l'Institut français qui nous ont expliqué que il y a des choses intéressantes qui étaient faites actuellement. Mais la fin de l'entretien, c'était mais bon, il y a plein d'autres priorités. Et puis en vrai, j'ai pas beaucoup de RH, donc on avait un peu ça dans les tiroirs, mais ça se traduit pas toujours par des actions. Là, concrètement, ce qu'on peut espérer de manière extrêmement schématique, c'est en posant un rapport sur le bureau au plus haut niveau, et on se dit, c'est un des gros objectifs pour les 5 ans à venir, et donc, enfin, notamment, affecter plus de ressources humaines à la question. Donc après, voilà, est-ce que c'est appliqué partout dans tous les pays par l'Institut français? À voir, mais il se trouve que là, je pense que c'est un des impacts les plus directs que tout ça. Je sais, est-ce que tu veux revenir sur la convention? Alors, sur les 7 points, j'espère avoir compris de quoi il s'agit, c'est-à-dire que c'était les recommandations qu'on avait faites dans le cadre que le HCE avait fait dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, qui avait lieu au premier semestre. Il y avait aussi quelque chose pour la clause européenne. Oui, alors ça, on va y venir. Le premier semestre, on va y venir, c'est notre programme à venir là. Premier semestre 2022, la France était effectivement présidait le Conseil de l'Union européenne, enfin de l'Europe, et donc effectivement dans les recommandations qu'on avait faites, on avait évidemment parlé de la Convention d'Istanbul. On avait rencontré la ministre à l'époque, Elisabeth Moreno, et je me souviens lui avoir demandé qu'elle porte ça, l'universalisation de la Convention d'Istanbul. Parce que la Convention d'Istanbul, tout le monde le sait ici, c'est un traité européen qui est effectivement certainement le traité le plus abouti en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, y compris violences domestiques, et très complet. Il a été fait par l'Europe, mais il peut tout à fait déborder de l'Europe et être adopté et nous on le souhaite, être adopté par d'autres.
D'ailleurs, la Turquie, qui fait partie de l'Europe, mais pas de l'Union européenne, qui a été la première à la signer et la première à l'abandonner. Merci Erdogan. Et donc, ça, je pense que ça a avancé aussi. Cette idée a progressé parce que, y compris la ministre suivante, Isabelle Rome, m'avait redit de toute façon, l'universalisation de la Convention d'Istanbul, on fait partie de nos points focaux, enfin de nos points importants. Et elles en avaient parlé avec la ministre aussi, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonner aussi. Donc je pense que ce sujet de l'universalisation de la Convention d'Istanbul est dans les tuyaux, comme on dit, me semble. Et je me suis permis de sortir mon téléphone parce que je maîtrise pas très bien le sujet, mais il me semble que c'était aujourd'hui ou hier que la convention est entrée en vigueur dans l'Union européenne. Si je parle sous le contrôle de Bruxelles, mais la plupart des États avaient ratifié. Vas-y. Non, vas-y. Je pense que la plupart des États avaient ratifié la convention, mais l'UE ne l'avait pas signée. Et donc elle l'a fait récemment. Et donc là, effectivement, l'action diplomatique française a dû au moins contribuer à ce que l'UE et d'autant plus que, effectivement, elle l'a fait sans l'unanimité. Vous savez, il y avait ce problème d'unanimité des membres de l'Union. Évidemment, la Hongrie, etc., freinait des cas de fer, on veut dire comme caricaturalement. Et c'est vrai qu'ils ont dépassé ce stade, c'est-à-dire que ça a été adopté du coup à la majorité. Enfin, c'est important, c'est-à-dire que l'Union l'adopte. Et donc, moi, je suis persuadée qu'elle a, voilà, longue vie, cette convention d'Istanbul. Je vais essayer de répondre à la troisième question également sur Expertise France. Et là, encore une fois, je pense qu'on est assez à l'aise pour vous répondre. On a auditionné Expertise France et l'AFD, évidemment. Mais je pense que les choses qu'on a répétées 2-3 fois dans des réunions d'assez haut niveau, c'est on est exactement dans le système là où l'action du HE peut avoir une incidence positive, on espère, qui est que enfin voilà, il y a la diplomatie féministe est censée être impulsée par le MAE et donc la stratégie rejaillir et s'incarner dans toutes les agences. Il se trouve que chaque agence ensuite a des documents stratégiques, un qui commence en 2021, l'autre en 2023, voilà. Je passe les noms techniques, en plus je les maîtrise pas tous, mais il y a des contrats d'objectifs et de moyens, il y a des plans stratégiques à 5 ans, etc. Et là, notamment, l'enjeu pour Expertise France, je sais plus quel est le document 4 qui est en train d'être écrit ou qui vient juste de sortir, mais voilà, est-ce qu'il va prendre en compte les objectifs de la diplomatie féministe ou pas? Notre objectif, c'est de mettre une pression politique pour que soit le plan, enfin peu importe le document de l'agence paraît 6 mois après la nouvelle stratégie, dans ce cas-là, il doit intégrer les objectifs, soit il paraît 6 mois ou 1 an avant, mais il doit y avoir une sorte de pacte politique ou l'UNE pour dire ça vous engagera quand même a posteriori, sinon telle ou telle agence va passer 4 années à ne pas mettre en œuvre quelque chose qui est décidé au niveau de la ministre des Affaires étrangères, voire de la présidence de la République, et ça. Alors voilà, hein, c'est pas évident et on nous a passé les détails, mais évidemment, il y a des questions de pouvoir entre les agences, d'indépendance, voilà, il faut regarder un périmètre. Là, l'idée, c'est de dire, sur la diplomatie féministe, on joue pas aux chapelles, quoi. Tout le monde tire dans le même sens. J'espère que la réponse est satisfaisante. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est qu'on ne mâche pas nos mots. Et voilà, dans les auditions, on a quand même posé, peut-être ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a une loi sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales, donc qui date de 2021. C'est la première loi sur le développement en France et qui fixe des objectifs en matière d'intégration d'égalité femmes-hommes dans les projets français de développement. Mais il y a des agences qui nous ont répondu ah mais non, c'est pas de la loi, c'est dans l'annexe de la loi, donc ça ne nous engage pas. Bon, mais alors, voilà, si ce que votent les députés n'engage plus, autant passer à autre chose. Et donc là, voilà, on sert à mettre la pression pour dire, à la limite, pinailler juridiquement si vous voulez, mais nous, on va parler au plus haut niveau politique pour dire ça vous engage, que vous le vouliez ou non. Et en général, les gens ne veulent pas trop. Merci beaucoup.
Alors, ce que vous venez, enfin une neurobiologue, ce que vous venez me dire, sincèrement, ça commence à me réchauffer le cœur. J'explique pourquoi. À partir du moment que dans ces dispositifs, on pense aux autres pays et aux autres femmes qui ont une vie extrêmement compliquée, difficile, impossible, je suis en train de penser, comme tu l'as très bien dit, aux femmes iraniennes et aux femmes afghanes. Pour les femmes iraniennes, la différence, c'est que elles veulent avoir une vie normale, qu'elles choisissent la façon qu'elles veulent vivre, tout simplement. Hein, le sujet de voile n'est pas une détermination, voilà. Elles veulent avoir une vie normale. Et ce qui est aujourd'hui en train de venir de l'Iran vers l'Europe, et attention à ce qu'on voit aujourd'hui dans nos rues, à Paris et ailleurs, c'est une sorte de vent de laïcité qui est en train de venir. Et que si, dans le cadre de ces dispositifs, vous aidez que cet écho puisse être entendu, voire soutenu, je pense que c'est un bien-être à toutes les femmes, partout, parce que c'est la seule voix aujourd'hui qu'on entend de cette façon qui vient de. En ce qui concerne l'Afghanistan, vous savez qu'aujourd'hui, la femme n'existe plus dans la société afghane. Nous, on est en train de dire que ce qui se passe en Afghanistan pour les femmes, c'est un apartheid de genre, voire c'est un crime contre l'humanité. Donc, si on passe sur ces mots-là et que ce dispositif peut aider pour qu'on avance ces deux dossiers auprès de la Cour de la Haye, je suis persuadée que même si c'est symbolique, 4-5 talibans vont être condamnés, je suis persuadée que les pays occidentaux qui sont en train de faire des yeux doux aux talibans vont freiner de 4 fers pour ne pas les reconnaître. Donc vous voyez, ce que vous dites, ça peut aider de façon extraordinaire ces combats-là. Excusez-moi, j'étais long. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça marche pas. Oui, c'est tout à fait ça. C'est la question de la géopolitique et comment chaque élément tient l'autre. C'est-à-dire, c'est pareil. C'est pour ça que je dis toujours les droits des femmes, c'est forcément international parce qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières, les problématiques sont les mêmes à des degrés et dans des registres différents, mais elles sont les mêmes. Merci Fahimé pour cette précision, parce que vous êtes une spécialiste et de l'Iran et de l'Afghanistan. Et vous avez d'ailleurs, bon, je ne devrais pas faire ça, hein, je vais lui faire un spécial promotion, si vous voulez. Elle vient de me proposer, de me montrer son livre, de me donner son livre sur les Iraniennes. Et je vais... Les françaises. Et les Françaises, oui, absolument. Livre remarquable que je suis en train de terminer. Absolument. Alors, qui apprend beaucoup. Je vais vous le montrer. Et je ne suis pas payée pour en parler. Moi non plus, hein, je ne suis pas payée. Mon livre s'appelle Femmes, vie, liberté, parlons-en. C'est facile. Voilà, allez, je fais de la pub carrément. Hein. Allez. Et je précise que moi non plus, je ne suis pas payée. Merci. Merci, c'est voilà. Très bien pour les femmes iraniennes et afghanes, et puis les femmes françaises, parce que je fais partie des émigrés qui est arrivé il y a 44 ans, et qu'il n'y avait pas tous ces dispositifs qu'aujourd'hui il existe. J'étais peut-être pleine parce que j'étais ingénieure en nucléaire et que je ne pouvais plus travailler dans le nucléaire. Donc j'ai commencé une vie de zéro. Et donc dans ce livre également, j'explique ô combien la vie d'une personne qui arrive ici est compliquée et qu'on ne connaît pas les codes, on perd tout. On perd tout ce qu'on a dans notre tête ne convient plus à ces codes-là qu'on ne connaît pas. Donc ça aussi, c'est vraiment, j'ai essayé de l'expliquer. Merci beaucoup. Et pour compléter la réponse aussi à votre intervention, j'allais dire, je sors du rôle du HO, mais pas du tout. Au contraire, on y reste. C'est juste que je n'ai pas eu le temps de débriefer ça avec Jocelyne, mais il se trouve que j'étais aux Pays-Bas il y a quelques jours.
Et j'ai sollicité, comme j'étais de passage, j'ai sollicité un entretien avec l'ambassade française à La Haye. Et il se trouve que du coup, l'ambassade sur la diplomatie féministe, hein, en disant, un peu comme aujourd'hui, hein, je suis de passage, est-ce que je peux vous présenter le rapport du HCE et voir comment ça peut s'intégrer à votre niveau? Alors, la rencontre était assez productive, il était assez à l'écoute. Et donc, oui, je pense que le fait qu'il y ait une diplomatie féministe fait qu'il l'entend un peu plus qu'avant. Avant, il n'aurait peut-être pas eu le temps de me rencontrer. Si Jocelyne avait été là, ça aurait été évidemment à deux. Et justement, là, pour l'avenir assez proche, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas eu le temps encore d'en parler, mais je pense que toutes les institutions judiciaires à La Haye peuvent être voilà, un espace où la diplomatie féministe française s'appliquera. Et alors après, c'est peut-être pas évident de savoir comment, vous avez suggéré une ou deux choses, mais c'est clairement un axe de travail pour le futur. Et peut-être dire un mot du prochain rapport du HCE, qui sera un peu moins important, mais on va s'attacher à évaluer la mise en œuvre du plan d'action français sur la question de femmes, paix et sécurité. Donc là, on va être au cœur de tout ça. Je pense qu'on aura moins de données, mais ça va être notre sujet. Est-ce qu'on peut passer la parole aux questions du chat? Alors, il y a plusieurs questions dans le chat, certaines que je vais vous lire et d'autres, peut-être qu'il y aura des prises de parole aussi. On a une première question de Dominique Gauthier-Riuco qui demande s'il existe concrètement des feuilles de route spécifiques tenant compte des inégalités et situations dramatiques pour les ambassades de chaque pays. Ensuite, on a Brigitte Grézy, je crois, qui nous demande si, enfin, ça rejoint un petit peu le point de Fahimé tout à l'heure, qui dit qu'on voit bien comment la diplomatie féministe engage à travailler et à accueillir les réfugiés de ces pays, mais quid de la diplomatie féministe de Catherine Colonna face aux talibans et à l'ONU, et est-ce qu'elle en a parlé? Et pouvez-vous nous dire les grands axes de recommandation? En tout cas, bravo à vous, elle ajoute en conclusion pour le rapport du HCE. Et Marie Lebrun qui a une question sur après le projet de directive contre les violences faites aux femmes en cours de négociation au niveau de l'Union européenne. À quand l'adoption officielle d'une politique étrangère féministe par l'UE? Comment parvenir à une approche coordonnée en la matière? Et comment faire face à la montée des backlash? Et Monique Dantal souhaitait, ça peut faire une dernière question pour conclure. Monique Dantal, si tu nous entends, tu souhaitais prendre la parole. Alors, je te laisse ouvrir ton micro et puis et poser ta question. Alors, en fait, ce n'est pas... Bonjour à vous d'abord. Ce n'est pas une question, mais plutôt quelques remarques. Donc, si vous voulez répondre aux autres questions avant, c'est comme vous le souhaitez. Non, vas-y, Monique, vas-y. D'accord, ok. Pas de problème. D'accord. Bonjour à vous. Hein. On se connaît en fait pour avoir travaillé ensemble malgré un certain nombre de positionnements différenciés dans le cadre de la préparation du Forum Génération Égalité et à l'occasion du Grand Tour en 2021 notamment. Pour avoir participé d'ailleurs à la commission enjeux internationaux et européens du HCE il y a quelques années, je dis à quel point il est nécessaire que cette structure existe et on doit vous remercier pour le travail que vous y menez. C'est un travail de réflexion et de confrontation qui est vraiment très intéressant parce qu'il permet à tous les acteurs présents de confronter leur point de vue et de dégager des pistes de travail nécessaires pour les institutions aujourd'hui. Donc mes remarques à moi doivent être entendues sous un aspect, je dirais, de positivité par rapport à un certain nombre de questions que je vais émettre. Vous m'entendez, oui? Oui, très bien. D'accord, ok, d'accord, très bien. Il me semble que la diplomatie féministe aujourd'hui, elle prend acte que les femmes sont devenues à travers le monde un véritable enjeu stratégique de cette situation qui nous met dans une place tout à fait particulière avec un changement total de paradigme pour le monde entier. Je suis tout à fait d'accord avec l'élément qu'a donné Jocelyne, que les acquis des femmes de notre pays et de la diplomatie féministe doivent pouvoir bénéficier à toutes les femmes dans le monde et je rajouterai aux femmes étrangères et exilées qui vivent dans notre propre pays. Il n'est pas inutile, à mon avis, quand même, quand on parle de diplomatie féministe, de revoir un peu les trajectoires qui, au cours des conférences mondiales par rapport aux ONG féministes, ont permis des avancées vers la diplomatie féministe.
Là, je parle par exemple des conférences mondiales où nous avons évoqué la nécessité d'inclure la question des viols en temps de guerre et demander la présence des femmes à parité, par exemple, avec les hommes, dans toutes les structures de résolution des conflits, vous vous en souvenez, et que nous avions d'ailleurs déposé auprès de Mary Robinson, en 2000, haute commissaire aux droits de l'homme à l'époque, à laquelle nous avions remis des revendications après les crimes commis en ex-Yougoslavie, et qui d'ailleurs les avait entendues puisqu'elle avait intégré ces points-là dans la résolution 1325 de l'ONU. Mais on avait également souligné à l'époque la nécessité de promulguer un statut de réfugié politique pour les femmes pour fait de sexisme et qui reste à obtenir. Donc, je voudrais savoir, par exemple, de ce point de vue-là, si le HCE a repris cette revendication ou pas, ou si vous en avez parlé. Donc, statut de réfugié politique pour les femmes pour fait de sexisme qui reste à obtenir pour toutes les femmes qui vivent dans les pays où leurs droits humains sont menacés, si ce n'est bafoués. Et la diplomatie féministe, à mon avis, elle n'était pas non plus, telle que nous l'avions posée, l'ennemi de l'économie, mais elle devait également, elle ne devait pas, je devrais dire plutôt, se priver de critiquer et d'interroger certaines pratiques sur le plan de l'économie mondialisée. Et donc, nous avions également attiré, au moment du FGE, l'attention de l'État français sur les conséquences et sur l'admission récente alors de l'Iran et du Pakistan, par rapport notamment à la commission du statut des femmes de l'ONU, après l'Arabie saoudite dans les instances internationales. Ce point-là, nous avions évoqué que nous le ressentions comme une insulte à toutes les femmes qui ont été les principales victimes de ces régimes depuis 40 ans. Et donc, il faut absolument que la diplomatie féministe française se démarque sur la scène internationale et diplomatique pour favoriser et faire avancer internationalement l'égalité entre les femmes et les hommes. Sinon, cette diplomatie féministe, elle demeure pour les associations un paradoxe flagrant entre les déclarations et les actes qui finalement ne bénéficieraient à personne. Ce paradoxe, il n'est pas résolu. Donc, je vous pose également la question, bien que le vote à l'époque ait été secret par rapport à l'introduction de l'Iran dans la commission du statut des femmes de l'ONU, nous avions demandé à l'État français d'ailleurs quelle était la position officielle de la France. On a bien compris à l'époque que cette position ne pouvait pas nous être donnée. Cependant, cela doit répondre à une exigence démocratique et faire écho aux voix des associations féministes qui appellent l'ONU et qui appelaient l'ONU à revenir sur ce vote. Et on avait bien souligné à l'époque que c'était possible puisque l'Iran devait rejoindre la commission début 2022. Donc, est-ce que vous pouvez me donner des éléments par rapport à cette situation? Est-ce qu'il y a confirmation que l'Iran figure bien toujours dans la commission du statut de la femme de l'ONU ou pas? Puisque là-dessus, on a des éléments qui ne sont pas tout à fait concordants. Voilà, et puis bon, vous avez soulevé tout à fait la question des subventions qui ont été diminuées depuis plusieurs années au niveau du secteur associatif au profit d'une financiarisation du monde associatif qui a pour conséquence directe l'arrêt des activités des petites associations féministes et féminines et au détriment des droits des femmes, bien entendu. Et merci pour toutes vos réponses. À mon avis, il faut une deuxième séance si on veut pouvoir te répondre, Monique. En tout cas, merci pour tes réflexions aussi, au-delà des questions. On se rejoint, mais on le savait déjà. On se rejoint sur beaucoup de points. Alors, moi, j'ai noté donc la question de la feuille de route. Est-ce qu'il y a une feuille de route dans chacune des ambassades? La question de Brigitte Grézy, que je remercie en particulier, qui a été quand même la présidente du Haut Conseil à l'égalité jusqu'en 2022 et qui l'a fait progresser, qui l'a mené de main de maîtresse. Sur la question notamment de la position du gouvernement français, donc de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, sur les talibans. La question de la directive européenne sur les violences qui est en cours. Et puis les questions de Monique, donc dans le cadre de sa réflexion. Alors,
Sur la feuille de route, je pense qu'effectivement, il y a une feuille de route, mais après, chacun se l'a fait à sa sauce, non? Si je, enfin, en termes peu diplomatiques. Oui, tout à l'heure, tu as dit qu'on cuisinait. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Oui, enfin, chaque ambassade est censée avoir une feuille de route égalité. Et enfin, ça a été toutes les questions dans nos auditions et dans notre manière d'évaluer les choses. C'est-à-dire qu'il y a des ambassades qui ont une feuille de route, il y en a qui n'en ont pas, et celles qui en ont, elles la mettent en œuvre ou pas, et elles l'évaluent de manière un peu stricte ou pas. Et donc, enfin, voilà, si vous enlevez 10 ou 15% à chaque fois, c'est aussi pour ça que notre rapport, on est assez serein et sereine sur le constat qu'on fait. C'est-à-dire que, enfin, concrètement, et c'est de bonne guerre, mais le MAE nous présentait parfois des statistiques en nous disant il y a tant de plans, voilà, sauf que la base du pourcentage excluait les ambassades qui n'avaient pas répondu à l'enquête. L'ambassade qui n'a pas répondu à l'enquête pour savoir si elle travaille sur l'égalité, je peux vous parier qu'il n'y en a pas 1 sur 100 qui y a travaillé. En général, quand on fait les choses, on le fait savoir. Donc voilà, et toute la dynamique là, du HCE, c'est justement de faire progresser ça, de faire qu'il y ait de moins en moins d'ambassades qui n'aient pas de plan du tout, et celles qui en ont, qu'elles le mettent en œuvre et qu'elles l'évaluent de manière un peu plus, qu'elles s'auto-évaluent, serait-ce que ça, de manière un peu plus stricte. Tu veux dire la deuxième question? Alors, la deuxième question, c'est de Brigitte Grécy. Donc, sur la position, si c'est bien ça, hein, la position de la France par rapport aux talibans. Alors, en ce qui concerne il me semble, pour avoir écouté quelques interventions de la ministre, il me semble que l'une des grandes préoccupations de la France, et on peut le comprendre, c'est le nucléaire iranien. Et je pense que c'est lors d'un de ses discours, des discours de Catherine Colonna, je ne crois pas me tromper, en disant qu'elle a d'abord et surtout parlé de la menace que représente le nucléaire iranien, d'autant qu'on sait très bien, et beaucoup moins, ou même pas du tout, ou de manière très accessoire, de la question des droits des Iraniennes. Il me semble, hein, je peux me tromper, mais il me semble bien que c'est ce que j'avais noté. Il faut quand même savoir que l'Iran se présente depuis longtemps. Le chat est bien avant, puisque s'il a chuté, c'est parce que les États-Unis, qui étaient ses alliés qui l'avaient mis là, l'ont lâché, on va dire. Aujourd'hui, l'Iran se présente comme l'ennemi des États-Unis. Les États-Unis le rendent bien. C'est-à-dire que, et du coup, l'Europe et la France, on a des alliés objectifs et dans la même situation. C'est-à-dire qu'il me semble que ce qui préoccupe d'abord la France, c'est la menace que représente l'Iran en termes de puissance montante, qui n'est pas tout à fait comme ça, c'est un autre débat, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est un autre débat, mais aussi le fait que l'Iran soit dans les BRICS, aussi, ça c'est un sujet aussi, ça. C'est-à-dire que l'Iran fait partie de cette tentative de rebattre les cartes au niveau géopolitique mondial quand même. C'est ce qui est en train de se jouer. Donc, j'ai eu le sentiment, mais encore une fois, je peux me tromper, je ne voudrais pas prêter à la ministre que je crois convaincue de la nécessité d'une diplomatie féministe. Vraiment, je ne suis pas sincèrement convaincue. Je n'ai pas eu le sentiment enfin, j'ai eu le sentiment que le nucléaire, la menace nucléaire l'emportait sur tout le reste. C'est mon analyse, hein, mais je peux me tromper encore une fois. Pour les talibans. Je crois que c'était pour les talibans de poser la question. Eh ben oui. Oui, mais là, n'empêche pas, c'est ça. Pour les talibans, Ah bah oui, mais c'est les talibans qui tiennent l'Iran. Enfin, c'est l'ayatollah Khamenei après Khomeini, mais c'est. Ah oui, non, pardon, j'ai parlé sur. Pardon, j'ai parlé. Oui, excusez-moi, j'ai parlé sur l'Iran.
Oui, d'accord. Sur l'Afghanistan, je ne sais pas si j'ai pas eu l'impression. Enfin, si, bien sûr qu'il y a les discours de la France. Pardon, c'est pas grave. De toute façon, c'est effectivement quand même des problématiques très très proches. L'Afghanistan, c'est encore autre chose, effectivement. Et c'est pas du tout les mêmes enjeux géopolitiques. Sur les talibans, j'ai l'impression, pas sur les talibans eux-mêmes, mais sur le fait que les droits des femmes sont les pires, enfin, sont dans la pire condition au monde. Ça, je pense que la ministre l'a dit et redit. Mais s'agissant, par exemple, de la question des réfugiés, des femmes afghanes qui demandent l'asile, je crois qu'on est un peu, on est dans la réelle politique, c'est-à-dire qu'il y a la question de vouloir soutenir et être solidaire des Afghanes, mais j'ai l'impression que il y a beaucoup de freins qui sont aussi des freins de gestion. Vous savez bien qu'en France, dès qu'on accueille 3 personnes, ça y est, c'est la révolution, on a l'impression qu'on va comment il dit ce monsieur dont je ne souhaite pas citer le nom, on va, comme il dit, c'est le grand remplacement, c'est ça? C'est pas des trucs comme ça. Bon. Enfin, voilà, c'est-à-dire que tout ce populisme aussi fait que le gouvernement français est certainement obligé d'être très, très prudent dans ses annonces pour les réfugiés. Moi, je le sais pour l'avoir vu à partir du 15 août 2021, le MAE, enfin, le centre de crise du MAE a fait énormément et a fait venir à exfiltrer des Afghans et des Afghanes. Simplement, le mieux est de ne pas trop l'afficher. Mais ça ne veut pas dire que le travail n'est pas fait là-dessus. Moi, je dois dire quand même que sur cette question, j'espère que je réponds mieux parce que j'ai répondu à côté tout à l'heure. J'espère que je crois qu'en effet, il y a tout un accompagnement aussi qui est fait par la DIER, la délégation interministérielle à l'accueil des réfugiés, par la défense, les affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur pour accompagner les réfugiés afghans. Pas plus que les autres. Moi, un peu quand même. À mon petit niveau, et ils ne sont pas plus accompagnés que les autres. Alors qu'à un moment donné, il y a eu tout un mouvement d'Ukrainiens qui sont arrivés, les enfants sont allés à l'école tout de suite, on a donné des passes Navigo tout de suite. Ce n'est pas du tout le cas pour les Afghans. Donc les Afghanes, elles sont accueillies, mais elles n'ont pas un chemin particulier aujourd'hui par rapport à d'autres personnes. C'est ça qui est la réalité. Il n'y a rien de spécial pour elles. Alors, il y a eu, enfin, en tout cas, mais en 2021, il y a eu. En 2021, il y a eu vraiment. Bien sûr, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Sur une année, un accompagnement financier de langue, de formation, etc. Ça n'est plus le cas. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je peux me permettre d'ajouter, c'est bien de les avoir. Mais moi, j'étais témoignage des femmes qui ont des dépressions. Femme qui était chef de département radiologie à l'hôpital militaire d'Afghanistan, qui est venue ici avec beaucoup d'espoir en disant tout de suite je vais apprendre la langue et je vais entrer, je vais aider, etc. Elle est dans un fin fond d'un petit bled à Orléans. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'elle est là. Ils ont 1 heure par semaine de cours de français et aucun perspective. Elle fait une dépression. Et c'est moi qui l'ai aidée pour sortir de l'Afghanistan. Je l'ai aidé la famille pour venir en Iran. J'ai aidé pendant 6 mois, j'ai tout financé en attendant qu'ils aient un visa. Et arrivé là, quand vous voyez dans quel état cette pauvre femme qui est veuve, on se dit, finalement,
On est tout le temps en train de dire il faut beaucoup de plus et plus et plus. Mais encore faut-il qu'on ait la capacité d'accueil et de mettre le paquet parce qu'elle ne demande que ça, d'entrer dans la vie, dans la société française, d'intégrer et travailler. Et là, sincèrement, depuis qu'on a mis le paquet sur la guerre d'Ukraine, ces familles-là sont complètement laissées abandonnées. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est... Oui, rapidement, il y a clairement une dissonance entre les discours et les actes, comme disait Monique Dantal sur notre sujet, mais ça s'applique là aussi, malheureusement. Je trouve que, Jocelyne, dans ta réponse, tu as employé un terme intéressant qui est de réel politique. Je vais retenter une définition de la diplomatie féministe, mais la diplomatie féministe, c'est de faire que les droits des femmes deviennent un élément majeur de la réelle politique, que ça ne soit plus du soft power, mais du hard power. Enfin, désolé pour l'anglicisme, mais c'est ça, en fait, c'est que dans un avenir proche, la réelle politique intègre les droits des femmes pleinement et que ça passe pas derrière le nucléaire, même si, évidemment, la menace nucléaire est importante. Et on avait une question sur l'UE. Alors, est-ce qu'il y a une approche coordonnée en la matière? Alors, pas encore vraiment, mais comme on disait tout à l'heure, il y a certains États membres qui seront sûrement des locomotives, donc ils vont essayer de faire intégrer ça au niveau de l'UE. Mais par ailleurs, il y a quelques parlementaires européens qui sont très engagés sur la question, et notamment une Allemande qui s'appelle Anna Neumann, je crois, qui est une force motrice là, pour faire exister le sujet des politiques étrangères féministes et qui contribue à créer un très bon environnement sur le sujet. Et sur la question de Monique Dantal sur le statut de réfugié pour des faits de sexisme, à ma connaissance, ça ne s'est pas produit, mais par contre, je pense que ça reste un élément de plaidoyer majeur. Donc, merci de le rappeler. Je crois que Chéo pourrait remettre la lumière sur cet axe-là. Sur l'Iran, moi, on n'a pas eu de réponse de la France sur la position vis-à-vis de la présence de l'Iran dans la siège de l'ONU. Moi, j'ai pas entendu parler de ça. Non. Et excusez-moi sur l'Iran, en fait, c'est parce que je viens d'écrire une chronique sur l'Iran, et donc c'était un peu j'ai parlé avec Saïmé Romiol, et voilà, ça m'a perturbé. Donc, je vous ai donné un supplément là. Alors, si je peux me permettre de dire un mot sur l'Iran, parce que je vais être très rapide, parce que je travaille dans le nucléaire iranien. Donc, moi, je pense que cette affaire de négociation nucléaire avec l'Iran, c'est un alibi pour que les pays alentours, ils achètent des armes, parce qu'on fait extrêmement peur dans la région. Et puis, voilà. Et la seule chose qui a été servie à tout le monde, c'est que beaucoup d'armes ont été achetées. Et le miracle, c'est qu'on ne pouvait jamais imaginer qu'il y a l'accord d'Abraham puisse se faire entre l'Israël et les pays arabes. Et là, grâce à cette torchon rouge, et ben, tout ça, ça a été... Et puis, on continue encore à négocier sur le nucléaire. Je voulais juste, j'ai oublié tout à l'heure, enfin nous avons oublié de répondre à une question sur la clause de l'Européenne. Alors peut-être que ça pourrait nous servir de conclusion, par exemple. Oui, parce que Mathilde de la filière, la directrice de la clé, me fait des grands signes désespérés. Il y a une nouvelle femme alors, le 17 novembre de la clause. Alors, juste sur la clause de l'Européenne la plus favorisée, qui est la clause proposée, initiée par Gisèle Halimi, qui était grosso modo de prendre le meilleur dans chaque pays, le meilleur des droits des femmes dans chaque pays et en faire un bouquet législatif qui puisse bénéficier à toutes les Européennes au niveau de l'Union européenne. Donc, c'est juste une idée géniale. Il reste plus qu'à la faire et c'est vraiment mais juste ce que je veux dire, parce que c'est une très belle idée et c'est peut-être faisable, même si c'est un travail de longue haleine au niveau de l'Union européenne, c'est que nous allons travailler là-dessus, d'autant plus que nous ferons l'événement du Haut Conseil à l'égalité de mars
le 5 mars, notez déjà, dans vos save the date, sur la clause de l'européenne la plus favorisée. Ce sera, et donc c'est évidemment la commission internationale du HCE qui est chargée pour mon grand plaisir, notre grand plaisir, je pense, qui est chargée de piloter et d'organiser cet événement. Voilà. Donc la clause de l'européenne la plus favorisée, on l'a bien en tête et on a bien l'intention de la promouvoir. Valoriser. Voilà. Et je ferai aussi, alors ça c'est sur une autre casquette, aussi en région, il faut aussi, on m'a demandé de faire quelque chose, une conférence en mars en Bretagne sur la question de la clause européenne la plus favorisée. Donc c'est quelque chose qui bouge et qui parle aux gens. Et je crois qu'il nous reste à remercier nos intervenants. On peut applaudir, je pense que... Merci d'être venus quand même nombreux. Merci aux personnes qui nous ont suivis au niveau de l'Internet. Et je pense vraiment que c'est très important de rendre tout ce travail visible parce que ça va vraiment nous conduire vers un monde plus juste où tout le monde a y gagné. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est vraiment...